Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct. Depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature consacrée au premier volume Bounty Hunters paru chez Panini Comics. Donc je suis Loïc et aujourd'hui j'ai décidé de casser la règle des deux puisque je suis accompagné de mon apprenti Francis et de mon assassin Sith Thomas. Bonjour à vous deux. Bonjour maître. T'es vache parce que j'étais là avant toi, donc normalement c'est moi le maître, hein. C'est juste que je fais mon coming out, mon comeback. T'as disparu pendant longtemps, donc ouais, c'est pour ça. Donc voilà, j'espère que vous serez, chers auditeurs, ravis de réécouter Thomas. Il est vrai que on te réclame souvent sur les réseaux sociaux sur lesquels tu n'es pas, comme Twitter par exemple. Donc je sais que ça va faire plaisir à quelques-uns. C'est gentil Loïc. Et ben je t'en prie. Et bon, qu'on va pas perdre de temps tout de suite, on va passer à notre voyage en hyperespace à la recherche des secrets des Sith. Capture 267 à tous les appareils, saut dans l'hyperespace. Secret des Sith, il n'en sera pas question effectivement dans cette émission puisque nous allons nous intéresser à une série très très éloignée de l'histoire des Jedi, de la Force, etc. Puisqu'aujourd'hui donc ce sont les épisodes de Bounty Hunters. Donc Bounty Hunters c'est une série régulière, hein, pour ça que j'ai cité le volume 1 qui est paru chez Panini très très récemment. Donc voilà, cette fois-ci on colle au plus près des sorties. On n'a pas de retard, on a tout récupéré, donc on est pas mal. Donc honneur aux plus anciens, donc je vais demander à Thomas de nous faire un rapide résumé de ces quelques épisodes, et puis il pourra enchaîner sur sa critique, et on verra si le temps a permis à Thomas de se séparer de nos avis, ou est-ce qu'on aura encore une fois une symbiose et qu'on retrouvera peut-être notre règle des deux à l'issue de cette émission. Désolé pour toi, mon cher Francis. Tu me mets tellement de pression que là, ça y est, je me retrouve comme une jouvencelle, j'arrive plus à faire le résumé. Alors, je vais vous laisser faire le résumé, puis je rebondirai après. Alors, donc, dans ces épisodes, on va retrouver notre ami chasseur de primes Valance, donc qui avait été introduit dans la précédente série Cible Vador, que nous avions précédemment chroniqué avec Francis. Et puis, il va être associé à d'autres chasseurs de primes, et ils ont évidemment une mission. Hein, ils doivent retrouver, ils sont chasseurs de primes, donc ils doivent retrouver une prime aux confins de la galaxie, mais cette personne est liée également au passé de ces personnages, et c'est ces deux histoires entremêlées qu'on va suivre. Donc évidemment, on va retrouver également Boba Fett, hein, puisque il est un des éléments essentiels de ces épisodes. Il est sur la couverture, et puis évidemment, c'est le personnage un petit peu vendeur, puisque Valance, ça vend pas non plus des masses de rêves, mais voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'on peut dire de cette mission principale. C'est assez sobre, il n'y a pas de choses tarabiscotées. Alors si, il y a beaucoup de choses tarabiscotées, mais on va peut-être les détailler un peu plus tard. Mais cette histoire de prime classique de l'univers Star Wars. Alors Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de ces épisodes ? Ouais, alors avant déjà de rentrer dans les épisodes, toujours dans le descriptif, un truc important. Tu nous dis, on a Boba Fett sur la couverture, mais bordel, il y a Bossk. Moi, c'est plus ça qui m'a envoyé du rêve, le Bossk. D'autant plus que... Enfin, alors déjà, c'est un alien, je cache pas mon amour pour les aliens, et mon amour pour la diversité dans Star Wars, mais franchement, ce personnage est génial, je trouve que c'est un des meilleurs chasseurs de primes, et en plus, on a eu récemment l'espèce de fan-film là, que t'as partagé, Francis, sur le Discord. Ce personnage est juste génial, quoi. Même dans Star Wars Guardian, enfin les gardiens de, j'ai perdu le nom, Galaxy of Heroes. Il est génial ce personnage. Il a même son vaisseau et tout. Et lui, clairement, il m'envoie du rêve. Et juste avant de rentrer vraiment dans l'histoire, toujours dans le contexte, t'as dit aussi, Valance, il envoie pas vraiment du rêve. Et c'est vrai que
dans un sens, à la base, quand je l'ai vu, j'ai dit oui, c'est vrai qu'il a l'air peu. En plus, j'étais dégoûté que ce soit un humain. Parce que je me dis, pour une fois, on est sur du papier, c'est pas compliqué à animer. Voilà, là, autant se faire plaisir sur des chasseurs de primes de différentes races. Et je trouve que ça rejoint encore la diversité. Mais néanmoins, je trouve que le gros bonus de ce Valence qui me paraissait un peu sobre, ouais, ok, encore un humain avec un bout de métal. Bah, son gros bonus quand même, c'est que, et vous l'avez sûrement dit dans le Star Wars précédent, c'est qu'il vient quand même de l'univers légende des Star Wars classiques. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. Et que, en plus, finalement, ce perso qui m'avait l'air un peu sobre dans le premier tome, je trouve que là, il prend de la contenance parce qu'on lui donne un background. Et avec ce background, je trouve que ce personnage devient génial. Et j'ai râlé quand j'ai vu la couverture et les teasers en disant « Ah putain, encore un humain avec un bout de robot, dégueulasse ». Enfin, en gros, j'étais pas emballé. Mais voilà, tout le background qu'ils lui ont donné le rend, je trouve, en fait vraiment un personnage d'envergure, quoi. Voilà, donc c'était vraiment pour le contexte déjà des protagonistes. Francis, je te laisse aussi la parole. Ben écoute, je suis assez d'accord avec toi, mais moi évidemment je les prends pas nécessairement dès leur sortie, là, mais des fois à coup de 2-3 là, en version originale. Donc faut mentionner, puis je pense que tu l'as pas mentionné Loïc, mais cet album-là, non seulement c'est les 5 premiers numéros de la série Bounty Hunters, mais ça inclut aussi le court-métrage, le corps de la série Empire Ascendant, donc un gros volume qui avait été fait pour servir de transition entre les anciennes séries et les nouvelles là, les 4 ont été relancées en 2020. Donc, on pourra en reparler plus tard, mais c'est ça, ça reste que le personnage de Valence, on avait compris que, en tout cas dans cette transition-là, c'était vraiment Valence qu'on suivait, qui croisait Han Solo d'ailleurs. Sinon, moi c'est un personnage que... Ben c'est sûr que s'il avait repris exactement le concept de 1977, comme tu parlais Thomas, là peut-être que j'aurais trouvé que ça avait mal vieilli. Certains aussi vont faire la comparaison de Terminator. Mais bon, moi le fait que le personnage existait sous cette apparence-là avant Terminator vient me justifier amplement la ressemblance. Je m'en fous que ça ressemble à un Terminator, il a été créé avant. Bon. Voilà tout. Donc j'enlèverai rien en termes de points d'originalité. On n'a pas mentionné les créateurs, hein, Loïc, je pense. Non, j'ai mal fait le travail, effectivement. Donc, au scénario, dans le fond, on a Ethan Sachs, qu'on voit de plus en plus là, chez Marvel Star Wars. Dans le fond, c'est lui qui avait fait Galaxy's Edge, c'est lui qui avait fait Allégeance, et dans le fond, c'est lui qui a vraiment la série Bounty Hunters à 100%. Depuis le début, là, je crois qu'on est rendu au numéro... on a dépassé les 10, je crois, en anglais. Donc, j'aurais dit 8 ou 9, mais ouais. C'est quand même une bonne chose, quand même, de donner vraiment à un créateur l'ensemble d'une série. Là, ça évite justement de partir dans n'importe quel sens. Puis au dessin, on a Paolo Villanelli, qu'on a déjà vu sur Lando Kit ou Double, et sur Fallen Order, qu'on a critiqué récemment là, avec Malgus. Donc, côté dessin, si je me souviens bien de votre critique de Lando Kit ou Double, c'était quand même assez positif. Et de Fallen Order, ça l'était aussi. Donc, voilà, c'était juste pour mentionner, c'est ça, on a quand même un bout d'histoire, on en parlera après, peut-être, vu que c'est à la fin. C'est un peu comme s'ils nous avaient rajouté un one-shot à la fin. Mais il y a quand même son intérêt, j'ai trouvé ce petit bout d'Empire Ascendant-là. C'est sûr que c'est pas comme un one-shot, hein, je précise, c'est pas un numéro complet, là, parce que Empire Ascendant faisait au total, je crois, 50 pages, et contenait, c'est ça, 4 histoires. Donc c'est quand même plus court qu'un... C'était une histoire par série régulière, je crois. Ouais, c'est ça. Une pour Star Wars, une pour Vador. Ben, ça dépend dans le sens que pour Star Wars, c'était une sorte de transition. Pour Vador, ça n'avait pas le choix d'être une réintroduction, parce qu'il n'y avait plus de série Vador l'année dernière. Donc c'est vraiment ça. Pour Aphra, là, oui, on était un petit peu plus dans de la conclusion. Et pour Bounty Hunters, ben c'est ça, là, il y avait eu Cible Vador, qu'on a critiqué, comme tu as dit. Et là, ben ouais, c'est ça, on se lance dans une nouvelle série. Moi, tu vois, côté histoire, c'est sûr qu'il faut peut-être, mentionner le fait que c'est une histoire assez surprenante pour le titre de la série.
c'est sûr que Bounty Hunters, tu t'attends à quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a là ici. Après ça, reste à voir la surprise, soit elle va être positive, soit elle va être négative, selon que les gens vont être contents d'avoir une histoire un peu différente de ce qu'on pourrait avoir d'habitude. Ou ce qu'on avait aussi, tu sais, c'est pas la première fois qu'on a des séries sur les chasseurs de primes, là, dans les légendes. Ou même les one-shots qu'on a pu avoir dans l'ère de la République, par exemple, ou de la Rébellion. Exact. Là, c'est ça, comme Thomas disait, on va un peu plus en profondeur dans le passé. Fait que c'est sûr qu'il y a une structure en flashback. Ça, faut prévenir les gens qui détestent ce type de structure-là, aimeront pas. Ça rend des fois un petit peu dur à suivre, le déroulé. Mais ça permet, c'est ça, d'approfondir quand même pas mal les personnages et pas juste les motivations de Valance, mais aussi ceux de Bossk, de Boba Fett, etc. Qui est beaucoup question de son honneur, dans le fond, qui a été bafoué, etc. Bon, je me suis noté la petite apparition d'Afra, juste pour faire plaisir à Loïc. Je rappelle que j'aime bien Afra. Ben voilà, elle a pas le temps de te déplaire dans cette moment. Elle est tellement pas présente que c'est ça. Afra avec Krasantan le noir, là, avec le Wookiee noir. Bon, c'est ça, la structure. Encore 2 nouveaux syndicats du crime, apparemment très puissants et redoutés, donc faut croire que les Hoth et tout ça, l'Aube écarlate n'étaient pas disponibles. Je sais pas. Peut-être que selon le coin de la galaxie où on se trouve, l'influence d'un cartel ou de l'autre est plus ou moins étendue. Et vu la taille de la galaxie, ça me semble quand même pas mal qu'on n'ait pas que 2 organisations criminelles. Sinon, c'est clairement monopolistique. C'est pas faux. Ouais, ça, exactement. Mais tu vois, je me souviens déjà plus des noms, mais c'est ça. Je savais quand même que Thomas allait aimer juste en termes d'aliens, parce qu'il y a de l'alien là-dedans, Thomas. Alors ouais, si je peux faire un petit commentaire, ouais, je veux bien. Alors, vas-y. Autant, je rebondis... Moi, vous savez ce que j'aime, c'est les aliens. Ouais, autant, juste pour revenir un peu sur un truc que t'as dit, autant j'ai trouvé que la construction un peu à la Tarantino, avec des flashbacks et tout, sur le début, mais c'est... Putain, c'est super... Enfin, tu comprends rien, quoi. Enfin, ou peut-être je suis un peu con, c'est possible aussi. Mais j'ai trouvé que c'était mal construit. Et ça cassait le rythme au lieu de le maintenir. Et des fois, enfin... Je me suis pas repéré. J'ai compris qu'à la fin, en revenant... Enfin, j'ai trouvé que c'était... Pourtant, j'aime bien cette construction-là, mais là, j'ai trouvé que c'était mal fait. Et donc, par rapport aux aliens, alors là, un vrai régal, effectivement. Alors déjà, bon, je vais pas reparler de Bossk, mais il y a une race que j'adore dans Star Wars, c'est la race de Kit Fisto, les Nautolan. Et là, non seulement t'as un couple de Nautolan, mais ils ont un gamin, donc voilà, vraiment, c'est super intéressant. Et il y a des clichés sur un moment, il y a un personnage qui les traque, lui dit ouais, bande d'amphibies. Enfin, je trouve que c'est tellement bien trouvé. C'est-à-dire que tu peux faire un cliché sur une race de personnages dans Star Wars. Enfin, je trouve que c'est tellement réaliste que voilà, on s'y sent vraiment. Et en termes de créatures, donc du coup un gros coup de maître aussi. Il y a un chasseur de primes, je sais pas si vous avez remarqué, qui court au début après un espèce de poilu. Il a un petit chignon sur la tête. Et en fait, c'est le serpent, vous savez, qu'on voyait dans le conseil Jedi. Et c'est une créature qui est quasiment... Oppo-Rancisis. Exactement, Oppo-Rancisis. Ça, c'est une créature qui est jamais utilisée. Et là, le fait d'aller chercher des créatures vraiment hyper background qui sont jamais réutilisées parce que techniquement, c'est pas pratique vu qu'il a pas de jambes, bah là, j'ai trouvé que clairement, c'était un travail super intéressant d'avoir fait ça. Ils ont même la race des loups-garous, là, à un moment, on en voit un. Donc, et en plus, ça tape sur les 3 trilogies. On a des Dévaroniens, donc trilogie originale. Qu'est-ce qu'on a encore? On a pu voir, que je me souvienne bien, vous savez, le gros bourrin qu'on voit dans l'épisode 7, là, qui est dans la cantina de Maz. Donc, oui, je sais plus comment il s'appelle, c'est celui avec l'espionne du Premier Ordre. Exactement, et on voit la race de Ki-Adi-Mundi, là, ceux qui ont les têtes allongées et 2 cœurs. Céréen, un Céréen, voilà, c'est ça, j'y reviens. Je crois qu'on voit aussi la race de Sassétine, donc les espèces de taureaux, là. Donc vraiment, et puis j'en loupe sûrement, là, je feuillette en même temps, là. Voilà, c'est super riche. Ah oui, et on retrouve aussi, vous savez, cette fameuse race qu'on avait dans l'épisode 7 à profusion, ceux qui ont l'espèce de visage allongé. Oui, les abnégados. Abnégados, exactement.
Donc là, à ce niveau-là, un vrai régal. Et en plus, en mode Bounty Hunter, je trouve qu'ils sont beaucoup plus badass et plus originaux que le classique. Je lui mets une toge et puis un sabre. Donc ça leur donne de la personnalité et ça montre qu'ils sont pas juste un personnage, une race. C'est une race avec toute la diversité des personnages qu'il y a dedans et ça rend le truc vraiment, vraiment réel et crédible, quoi. Je vous laisse la parole. Oui, ben alors moi j'aimerais apporter quelques ombres à ce tableau parce que vous semblez, messieurs, bien enjoués. Si vous avez remarqué, lorsque j'ai fait le résumé de ce volume, j'ai eu un petit peu de mal. J'ai quand même lu cet album 2 fois. La première fois, comme toi, Thomas, j'ai absolument rien compris. Je me suis dit, il faut que tu le relises une deuxième fois parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas saisi, où la construction est un peu compliquée, donc bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bah, je l'ai relu une deuxième fois et j'ai toujours rien compris. Je ne vois pas en fait où cette histoire veut nous emmener et où elle peut nous intéresser. C'est-à-dire que j'ai un peu le sentiment d'avoir une construction à la Last Shot, dans donc le fameux roman où on alternait sur Han Solo et Lando, où on alternait le présent et le passé, mais qui était, je trouve, extrêmement compliqué, pour pas grand-chose finalement. Et là, j'ai un peu ce même ressenti. Du coup, j'ai du mal à me projeter dans l'histoire. J'ai du mal à m'impliquer dans l'histoire, à m'impliquer dans les personnages. Ils sont, là, Thomas, tu l'as cité. Il y en a quand même toute une myriade qui sont un petit peu disséminés à travers toutes les pages. Je trouve qu'on perd le fil de l'histoire principale, qui du coup est tellement diluée que j'en ai absolument aucun souvenir. Et pourtant, je suis un peu déstabilisé parce que quand ils ont annoncé cette série, j'étais plutôt enjoué. Pareil. Voilà, je trouvais que c'était intéressant. Enfin, une série qui nous sort un peu du traditionnel Luke Skywalker et Dark Vader. Mais j'arrive pas à lui trouver de l'intérêt. En tout cas, sur cette première arche narrative, peut-être que la suite saura me convaincre un petit peu plus. Mais en tout cas, sur cette première partie de série, je reste quand même très très circonspect et un peu perplexe. Alors par contre c'est très beau, les planches sont très bien remplies, peut-être trop, ça participe aussi au truc, et bon, le fait d'essayer de créer du passé commun avec entre les personnages, pour tisser des liens, etc., c'est intéressant, mais encore une fois, je trouve que c'est vraiment très mal fait, donc j'ai du mal un peu à voir où est-ce qu'on veut aller avec cette série. Ouais, ben tu vois, je te rejoins. Moi, je m'étais noté que c'est une histoire qui suffisait pas en elle-même. Oui. Qui doit vraiment être complétée par la suite. T'as parlé, c'est ça, au niveau de l'enjeu. J'ai de la misère à m'y investir, moi aussi. Ça, c'est clair. Même au niveau conclusion, parce que oui, il y a une conclusion d'arc, quand même, à la fin, mais un peu décevante quand même. Tu sais, ça fait pchit, quoi. Ouais, c'est ça. On a besoin de plus. Bon, ça nous invite à lire la suite, mais bon. Moi, tu vois, là où je vois la grosse différence, c'est ma deuxième lecture en album était quand même beaucoup plus claire que à l'unité une fois par mois. Ah ben, parce que là, vraiment, là, suivre l'histoire là, à coup de un numéro, là, ouais. Là, effectivement, c'était très mêlant. Puis, bon, il y a eu la pandémie aussi, là, mais ça fait que des fois, il y avait beaucoup de temps entre les numéros. Mais, bon, c'est ça. Si on peut mentionner quelques petits détails, on a quand même, là, Boba Fett qui a fait un détour avant d'aller porter Han Solo à Jabba. Alors, j'aimerais apporter quelque chose de petite information complémentaire, puisque aujourd'hui, cet après-midi, de ce jour où nous enregistrons, Marvel a publié une news avec un event au sein des 4 séries Star Wars qui s'appelle War of the Bounty Hunters. Donc c'est une histoire qui nous montrera qu'effectivement, entre le moment où Boba Fett est parti de Bespin et le moment où il arrive sur Tatooine, il s'est quand même passé pas mal de péripéties, ce qui me pose un profond problème. Donc ça me posait déjà un problème en fait dans ce volume, et ça va probablement m'en poser, quand bien même l'exécution est bien faite. C'est que
je sais pas si c'est vraiment très utile de rajouter des péripéties. Voilà. On avait eu, Francis, je ne sais pas si tu te souviens, sur l'ère de la Résistance, le one-shot consacré à Rey était un peu du même acabit, c'est-à-dire que quand il partait de Acto en direction de Dickwar en direction de Acto, ils avaient vécu une péripétie entre les deux qui n'apportait absolument rien et qui était vraiment extrêmement minime. Et j'ai peur qu'on ait un petit peu la même chose. Et en tout cas, j'ai ce ressenti dans les pages de ce volume par rapport à Boba Fett. Moi, j'ai peut-être un petit bout d'explication de ça. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils sont un peu coincés parce qu'en fait, ils se disent « Chouette, on a fait une série sur les Bounty Hunters, ouais, c'est vachement bien. » Et puis comme ils adorent faire des crossovers pour vendre plus, ils se disent « Bah ouais, ça tombe bien, on a la série Star Wars en ce moment, bah on va la faire se rencontrer. » Sauf qu'en fait, les mecs, ils sont baisés parce que comme Boba Fett, il se fait flinguer après... En fait, a priori, il reste chez Jabba, puisqu'on le retrouve dans le machin. Donc, comme après, il reste chez Jabba, bah du coup, on pourrait dire « Ah bah on le mettra après. » Bah non, bah après, il est mort. Donc du coup, comme il a Han Solo dans la cargaison, est-ce que c'est pas ça qui les coince un peu, tu vois de se dire, bah on veut que ce soit crossover avec l'autre, mais en même temps, tu vois. Alors c'est pire que ça, parce que ça va être crossover avec les 4 séries. Ouais. Ben donc, c'est ça, là, ça va être... c'est vraiment un event. Ça va être plus centré Boba Fett, alors donc, que là, ici, Dark Vador, c'est Star plus Wars, centré Valance. Bounty, Afra et Bounty, voilà. Ah oui, Afra. Plus un numéro spécial, je sais plus. Alors c'est un numéro alpha, je sais pas si c'est un numéro qui va... a priori c'est un numéro qui va ouvrir et lancer l'event. Et probablement que le mois d'après, il y aura un numéro Oméga pour fermer la marche, comme traditionnellement chez Marvel. Mais si tu veux, Thomas, ce que tu dis est pas totalement juste, parce que il se passe 3 ans entre l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi. On retrouve effectivement Boba Fett au palais de Jabba. Ouais, il faudrait qu'il ressorte entre-temps. Bah oui, mais je veux dire, s'ils nous pondent ce genre d'histoire entre le moment où il a... Oui, ce serait mieux, ce serait plus pertinent. Ouais, voilà, ils peuvent le faire, quoi. Ouais, ce serait même d'ailleurs plus pertinent de dire, bah il sort pendant les 3 ans que... Exactement, que là, il lui arrive encore des péripéties. Alors, ce qui peut effectivement avoir du sens, et c'est ce que semble vouloir développer cet event, c'est que, on va dire, une cargaison précieuse pour Jabba comme Boba Fett peut effectivement attiser la convoitise d'autres chasseurs de primes qui se disent bah moi je vais dessouder Boba puis je récupère la cargaison, c'est moi qui encaisse la prime. Donc en ce sens ça resterait très très Star Wars, mais en tout cas pour rester au sein de cet épisode, le fait qu'il y ait un détour à faire, finalement ça n'apporte rien. Non, mais là, ici, de toute façon, c'est pas comme si c'était une révélation qui prend 2 numéros, là. On parle d'une page, là. C'est oui, bien sûr, on est d'accord. Dans sa cargaison, il y a Han Solo. Donc, voilà. Mais, c'est ça. Moi, je me suis justifié ça en me disant, bon, ça devait être sur son chemin. C'est pas un gros détour, là. C'est comme arrêter pour aller aux toilettes sur l'autoroute. Donc, voilà. Non, mais j'ai pas sorti mon atlas non plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme distance entre Bespin et Tatooine? Je me souviens plus. Est-ce que c'est c'est une bonne question. Etc. Mais bref, c'était juste pour mentionner que c'est ça. Et c'est pas mentionné non plus. C'est vraiment à l'œil qu'on s'en aperçoit. Le gars, quand il lit un truc, il branche son GPS Star Wars, tu sais. Il va y avoir le chemin le plus court si je passe par l'hyperespace ou je prends les petites routes. Ouais, exactement, c'est ça. C'est très important le système autoroutier. Mais tu vois, moi qui suis anti-voiture, du coup, j'ai pas cette logique-là, tu vois. Comme je suis tu vois, c'est ça. Ah, ici à Québec, on n'a pas le choix. T'es un peu coincé. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de déplacement. Bon, sinon, côté graphisme, messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé du travail de Villameli? J'ai pas dit pour le scénario, moi. Excuse-moi. Parce que finalement, quand j'ai parlé du background, je parlais surtout de la carrosserie, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, les persos, il y a tout ce qu'il faut, la caractérisation du personnage, elle est géniale, elle est bonne. Mais par contre, et je sais pas si vous vous rappelez, on avait échangé pendant que je le lisais, où je vous disais, les gars, je sais pas si je vais venir la faire celle-là, parce que j'avais bien envie de vous retrouver, mais j'avais peur d'avoir que des saloperies à dire dessus, quoi. Et je me suis fait chier, en fait, pendant les 80 premiers pourcents, à avoir le raisonnement que tu dis, mais par contre, j'ai adoré le final. J'ai trouvé que le final était vraiment sympa, et je parle pas que de l'épilogue est cool, mais même la fin de l'arc, je l'ai trouvé très sympa, et je me suis dit, finalement, ça valait au moins le coup pour ça. Par contre, on aurait pu sûrement faire plus court, mais voilà. Du coup, ça fait que je suis pas totalement déçu non plus. La fin me plaît, et les personnages me plaisent. Par contre, l'histoire, ça a plus qu'une tête, quoi. Puis ça
pas d'intérêt. Donc du coup, finalement, dans ma tête, je m'étais... Alors, je vais pas donner ma note tout de suite, hein. On met toujours les notes ou pas ? Oui, il y aura toujours des notes. Voilà, au début, je m'étais dit ça va être difficilement la moyenne, et finalement, ça récupère un petit peu, quoi. Donc vas-y, je te laisse partir sur le graphisme. Avant de faire un point sur le graphisme, je vous annonce qu'effectivement, Tatooine et Bespin sont assez éloignés. Donc j'ai vérifié sur la carte officielle donc, qui avait été éditée par Disney. Il y a quand même une bonne demi-galaxie entre les deux. Donc il y a des arrêts, il y a de quoi s'arrêter sur le chemin. Des pauses pipi, ouais. Il y a des pauses pipi. Ou même des pauses carburant. Ouais. Moi, pour le dessin, j'ai trouvé que c'était vraiment très joli. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je trouve que c'est quand même très très chargé et ça n'aide pas non plus forcément à la compréhension. J'ai un peu plus de mal avec les personnages. On dit souvent, enfin j'ai souvent ces phrases en parlant des comics Star Wars, c'est que des fois ça fait pas Star Wars, ça fait trop comics. Là, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont tout à fait dans l'univers Star Wars, mais dans tous ces personnages, dans le design de ces personnages, il y en a certains. Bon, j'ai du mal à me les représenter dans l'univers, quoi. C'est le fait même de les avoir en dessin, c'est pas ouf. Après, bon, voilà, Villanelli, ça reste quand même, c'est très carré, c'est très coloré, mais bon, ça m'a pas transcendé. On va dire que ça m'a pas permis de dépasser mon ressenti plutôt mitigé, parce que le dessin a été exceptionnel, quoi. Mm-hmm. Ben moi je te mentionnerais quand même, tu vois, j'ai devant les yeux des planches avec des Stormtroopers, hein, c'est quelque chose que tu mentionnes souvent, hein, la difficulté des dessinateurs avec les fameux casques de Stormtroopers. J'ai trouvé qu'ici c'était impeccable. Vraiment. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais oui, t'as raison, sur les vêtements, tout ça, il y a tendance à faire des traits droits, hein, comme si tout était très raide, très froissé. Oui, voilà. Ouais. Mais moi je me suis noté, j'ai pas souvenir que sur les autres albums qu'il a fait, j'avais pas remarqué, en tout cas, là, j'avais l'impression de lire un manga par moment. Hein, et veut pas, on est dans un album où il y a beaucoup de batailles, comment dire, en personne, là, de main à main, donc à main nue. Fait que là, ça nous donne des fois des moments un peu durs à suivre. Je pense entre autres à la fameuse bataille avec Bossk. Entre Valance et Bossk, c'est ça, j'ai trouvé ça un petit peu dur à suivre quand même. Même si c'est magnifique, hein, puis Bossk en particulier, là, vraiment. Il y a des planches que là, effectivement, ça serait digne d'être une affiche, là. Même chose avec Boba Fett plus tard dans l'album. C'est vraiment très très beau. Mais voilà, des fois peut-être un petit peu dur à suivre. Et vous le savez, pour moi, les couvertures sont d'importance. Et cette fois-ci, j'ai trouvé ça très très fade. Ah bon? Ouais, les couvertures de Lee s'appelle Lee Bermejo. Oui, Lee Bermejo. C'est lui qui avait fait les couvertures de Han Solo, la course du vide du dragon. Donc, une des premières séries qu'on avait eues là, du canon. Et à part peut-être la numéro 4, où est-ce qu'on a le visage de Valance en gros plan, donc on a même des reflets là, sur le métal de sa mâchoire, tout ça. Celle-là, ben bon, ça fait très Terminator, hein, par contre. Mais c'est ça, sinon, je les trouve ternes, en termes de couleurs, ouais. Je me dis, dans une librairie, là, ça attire pas l'attention, ça... Je sais pas. Ben là, après, effectivement, c'est souvent une question de goût, hein, ça. Parce que le travail est juste, par contre. Je veux dire, son Boba Fett, son Bossk, son Valance, c'est très bien réalisé, là. Mais c'est ça, moi, ça me pique pas, là... ça me donne pas envie de sauter dessus ou par exemple d'extraire l'image pour en faire une affiche, ce que j'ai déjà fait avec d'autres couvertures de comics. J'ai déjà fait réimprimer en plus grand sans les titres, tout ça, hein. Il y a toujours moyen sur internet de trouver les dessins sans le logo de Panini, etc. là. Donc j'ai déjà fait agrandir des couvertures d'autres dessinateurs, ce sera pas le cas ici. Oui, alors on comprend mieux l'importance du coup que tu portes aux couvertures, puisque pour toi c'est probablement de la décoration potentielle.
Ben, c'est que je vois ça comme une œuvre d'art en soi. C'est vraiment pour moi... Mais là, ça l'est. Plus que sur un livre. Je sais pas pourquoi, sur un livre, je me dis c'est le contenu beaucoup plus qui vient compter. Sur les comics, il y a tellement... à toutes les, mettons, 25 pages, on a une couverture. Donc, je sais pas, ça a une importance pour moi. Oui, t'as Thomas qui nous montre un Boba Fett magnifique. Là, Avec une perspective, c'est surtout ça, moi, que j'aime Ouais. bien. Exact. Mais ça, c'est celui de Villanelli, par contre, c'est ça. Ça, c'est dans Oui, les, ça c'est celui d'intérieur. dans la BD, ouais. Et je vous donne mon avis, moi, du coup, concernant le graphisme. À l'inverse, moi, le graphisme, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était plutôt une des qualités de cet album, et je me disais des fois, heureusement qu'il y a le graphisme, parce que, alors, c'est pas le meilleur truc qu'on ait vu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'aliens que, du coup, je suis pas objectif, je sais pas. Mais, Ah, ça par contre, c'est une certitude. des fois, c'est quand même un peu brouillon, mais en fait, ce que je vois, ça me fait plaisir. Effectivement, là, je vois celle-là, par exemple, elle fait très manga, là, effectivement. Donc, je vois ce que tu veux dire, mais paradoxalement... Dans les mouvements, là, effectivement, là, des Ouais. actions. Et c'est marrant parce que quand je la lisais, souvent quand je lis, j'ai mon fils qui vient regarder et il passe au-dessus de moi et je lui dis t'as vu, tu le reconnais, il me dit ouais c'est Bossk et tout, et il me dit ouais mais il est mal fait. Et je lui dis ah ouais tu trouves? Il me dit bah ouais on dirait pas le vrai. Et c'est marrant parce que j'y repensais pas à ce détail et maintenant que tu me dis ça, ça me revient quoi. Et du coup je comprenais pas, mais donc du coup ouais c'est moi qui dois avoir de mauvais goût parce que je suis le seul à trouver les dessins sympas quoi. Donc, Ben, je comprends son commentaire dans le sens où on n'est pas dans un style photoréaliste du tout. Ouais. Effectivement, par exemple, dans le cas de Bossk, justement, les dents vont être exagérées. Fait que, oui, il a la mâchoire allongée plus que naturelle et la tête aplatie. C'est le style de dessin qui fait ça. Il y a que les Mandaloriens et les Stormtroopers, les mecs en casque, au moins, ils sont pareils. Quoi. Ouais, exact. Et pour rajouter un petit peu à tout ça, il était artiste également, il avait fait du Sombre Vision, et il a fait aussi de la série Star Wars Volume 2. Alors, par contre, chez moi, il est noté aussi dans Lando. Ah oui, non, c'est en VF, pardon. J'ai rien dit. Sinon, on a essentiellement parlé, dans le fond, des 5 numéros, mais justement, l'espèce de one-shot qu'il y a à la fin. Toi, tu vois, Thomas, t'as parlé d'un épilogue. Moi, je me suis posé la question, en termes de temporalité, je me suis demandé si c'était pas plutôt un prologue. Ah ouais? Dans le sens où, pour ce qui est la temporalité de la série Bounty Hunters, on la connaît. Elle se passe en parallèle des 3 autres séries ongoing. Donc, on est après l'Empire contre-attaque. Oui, Ça, t'as clair raison. et net et Oui, précis. parce que Han Solo... Alors que là, Ah oui. là, on a Han Solo et il livre des plans de bouclier là, comme ils vont avoir sur Hoth Oui. à la rébellion. Donc, je me suis dit, ok, donc ça se passe avant l'Empire contre-attaque ici. Donc, pourquoi l'avoir mis à la fin? Panini. Moi, je l'aurais mis avant. Et de toute façon, en termes de publication Marvel, ça a été publié avant. Donc, comme on expliquait tantôt, parce que Han Solo, il est justement carbonaté pour à ce moment-là. introduire. Ben oui, c'est ça. Donc, j'ai pas trop compris. Oui, parce que mais Bounty bon, Hunters, c'est la 4e des séries régulières, mais au final, c'est la première que nous, on a en France, français, ouais. puisqu'elle est... Bah, c'est la seule qui n'attendait pas que les autres rattrapent leur retard de sortie. C'est pour ça qu'elle a pu arriver avant. Mhm. Ouais, ben c'est que Star Wars et Vador sont dans le magazine. Aussi. Et Afra, comme tu dis, est même pas fini. Il reste encore un dernier tome là, à sortir pour Panini. Donc, ouais, Bounty Hunters est vraiment d'avance sur les autres ici. Mais est-ce que le fait d'avoir publié ce prologue au début du volume n'aurait pas encore plus fait perdre le fil Je suis d'accord. sur une histoire qui était déjà un peu complexe. Ouais, c'est ça. Ouais, possible. Puis les mecs, t'aurais cherché les connexions, tu vois. Du coup, t'aurais dit pourquoi, tu vois. Non, je pense qu'il est mieux à la fin. Il aurait fallu vraiment bien préciser à ce moment-là. Oui, il aurait fallu faire du rédactionnel et peut-être rajouter une page pour... Ah bah effectivement. Du rédactionnel, on en a jamais assez. Parce que t'as la possibilité de le switcher si ça te saoule, et si ça t'intéresse, tu vas dedans. Et en plus, il y a plein de pages, je sais pas si vous avez vu, des pages noires ou d'interludes. Ben, remplissez les gars, quoi. Ça coûte pas plus cher, quoi. Mais vous voyez, là, on a cette espèce d'épilogue ou prologue-là, dans ce cas-ci, dans l'album numéro 1 de la nouvelle série.
Mais vous voyez, puis ça va sûrement être le cas pour Star Wars aussi. En fait, ça n'a pas le choix, vu qu'on a déjà eu le dernier Star Wars. Pour Vador aussi, parce qu'il n'y avait pas de Vador avant. Mais pour ce qui est d'Aphra, je crois qu'on va plutôt l'avoir dans le dernier Aphra, au lieu de l'avoir dans le premier de la nouvelle série, parce que justement, le dernier arc est tout petit. Je pense que c'est 3 numéros seulement. Ou quelque chose comme ça. Donc, je serais pas surpris qu'en mars, là, le prochain album qui sort... pour Panini, c'est en mars, c'est le Aphra numéro 7. Je serais pas surpris qu'on ait cette espèce d'épilogue-là de Empire Ascendant. Mais, en tout cas, moi, c'était juste pour mentionner, j'ai bien aimé ce petit... parmi les 4, là, ça faisait partie de ceux que j'avais bien aimé. On a Han Solo, on a la rébellion qui engage un chasseur de primes, mais justement, je trouve que c'est relativement justifié. Valance, justement, et jusqu'à maintenant semble justement être un chasseur de primes un peu ambivalent, ou en tout cas qui a quand même un sens de la justice meilleur que par exemple un Boba Fett ou un Bossk. Donc voilà, retrouver Mon Mothma qui découvre les plans des boucliers, tout ça, j'ai trouvé que c'était quand même une intro intéressante. Mais je trouvais que c'était raccord avec ce qu'on va avoir, ce qu'on a dans l'album justement présent, où est-ce qu'on a un chasseur de primes, Valance, mais qui agit pas en... On va dire c'est un peu comme le Mandalorien, là, théoriquement, c'est un chasseur de primes, il est censé penser juste à l'argent et tout ça, mais au final, dans cet album-ci, il y a des motivations beaucoup plus profondes que ça, et il fait quand même ce qui est juste, justement, à la fin. Donc, voilà. Moi, je trouve que ça apporte aussi de la fraîcheur à ce petit monde-là des chasseurs de primes. Parce qu'on aurait très bien pu virer en rond rapidement là, avec ceux avec qui on est habitué. C'est une fraîcheur quand même qui est relative dans le monde des chasseurs de primes, parce que autant la galaxie est énorme, autant on tombe toujours sur les mêmes quand même. Hein. À chaque fois qu'il y a une histoire, ah bah tiens, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu Boba, tu vois. Je veux dire, les mecs... T'exagères, il y a quand même tout un panel de nouveaux... Alors là, effectivement, on est concentré sur les têtes d'affiche, c'est évident. Mais là, pour le coup, on nous a bien montré qu'il y en avait des autres. Oui, mais t'as quand même l'impression qu'ils sont partout dans la galaxie. Je crois que des Boba, ils en ont pas cloné qu'un seul, en fait. Bah non, ça c'est une certitude. Des Boba, il y en a pas eu qu'un seul. Par contre, pour Bossk, je sais pas, quoi. Et d'ailleurs, on ne sait pas si le Boba Fett qu'on a vu dans Mandalorian était le vrai Boba Fett. Ça pourrait être n'importe quel clone. Ouais, ça, si tu veux lancer du débat de théorie folle, là, évidemment non. Non, mais c'est sûr que non, parce que les clones vieillissant de 4 ans chaque année... c'est pas 4 ans, c'est 2 ans. Mais je savais que t'allais dire ça, hein. Ah ouais? Les gars, en fait, c'est Rex. C'est Rex en costume. Mais non, c'est pas possible. Il serait en chaise pliante, là. Ben non, théoriquement, il a participé à la bataille d'Endor. Mais bon. Oui, et théoriquement, on le retrouvera dans Aphra, peut-être. Enfin, peut-être, donc c'est que... Dans Ahsoka, tu veux dire? Oui, j'ai dit Aphra. ouais, il est temps que t'arrêtes de lire des Aphra. Ouais, mais pareil que Rex a vécu très longtemps dans un bain de Bacta et que du coup, ça a prolongé sa vie. C'est très... Tu dois être scénariste dans le story group. Si vous voulez envoyer mon CV et que je suis pris, les gars, franchement, je crois que je vous en remercierai jamais assez. Hein. Bah, j'espère qu'on sera tes co-auteurs. Ouais. Je vais écrire un truc avec des aliens, je crois que j'ai donc voilà. En tout cas, je sais pas vous, mais je suis quand même curieux de la suite. Parmi ce qui nous arrive, je sais pas si je vais trop loin dans la transition là déjà, mais entre les 4 séries dont tu parles, le hic régulière, moi, Aphra, vraiment, je les achète même plus et je les lis même pas. Donc, tellement j'ai décroché. Très bon choix. Le Star Wars classique, j'ai vraiment fini jusqu'au bout parce que je voulais les voir arriver sur Hot. Résultat, il y a eu 0 lien avec Hot. Je suis dégoûté. Ah oui, là, c'est sûr. Je suis quand même curieux de voir, si tu veux... Je pensais qu'on allait nous expliquer comment on arrivait sur Hot, donc j'étais vraiment à fond. Allez, c'est poussif, mais j'y vais. Quand j'ai lu le 13, dégoûté. Alors je me dis, bon... Le fait qu'on reparte post-épisode 5, avec voir comment ça fonctionne avec Lando, tout ça, ça m'intéresse, mais si ça se trouve, je vais pas avoir ce que je veux non plus, donc je vais être deg. Le Dark Vador, je pense qu'on a tout dit ce qu'on pouvait dire dans la première série, donc ça m'intéresse pas non plus. Et il y a que Bounty Hunter qui vraiment me donne envie, quoi. Moi, je veux pas te vendre, te spoiler. La peau de l'ours? Je pense que tu vas quand même aimer la Vador.
Je pense que tu vas y trouver quelque chose d'intéressant. Et la Star Wars, aussi, quand même. Même si c'est des nouveaux récits quand même. Pour l'instant, ça nous apporte pas quelque chose. Est-ce qu'on voit Lando un peu plus, son intégration dans le groupe? C'est ça qui m'intéresse, moi. Oui, tout à fait. Et c'est beaucoup moins instantané et gentillet et tout se passe instantané. Il est accueilli à bras ouverts que dans le film. Donc du coup, moi dans ma tête, ça. Ce que j'ai envie de voir, c'est comment Lando arrive chez Jabba et compagnie. Mais si ça se trouve, je vais être déçu, quoi. Ben là, on n'est pas rendu là, c'est sûr forcément, que, évidemment, là ça commence dès le lendemain, ils sont dans le vaisseau en train de s'éloigner de Bespin. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer, Francis, pourquoi on n'a pas vu l'installation sur Hoth, la découverte de la base, tout ça, enfin... Non, je peux pas parce que ça, c'est dans le one-shot, il me semble, hein, Francis, tu me dis si je me trompe, mais ça fait partie du one-shot Empire Ascendant. Ben, ça en fait partie. Ils sont en train de creuser les tunnels de la base. Dans le fond, c'est vraiment ce one-shot-là, c'est pas un vrai one-shot, là, mais c'est cette douzaine de pages-là. Ah ouais. C'est les parents de Poe Dameron. Putain, et j'ai acheté 13 tomes pour apprendre que c'est dans un truc de 12 pages, quoi. Exactement. D'accord, ok. C'est tout à fait ça. Qui n'est pas paru dans ton volume. Et qui n'est même pas paru, super. Mais que tu retrouveras peut-être dans le volume d'après. Est-ce qu'il y a du Wampa je pense que oui, mais moi j'ai bien aimé quand même parce qu'on retrouvait les parents de Poe Dameron qu'on n'avait pas vus depuis les ruines de l'Empire et qui vont être présents ensuite dans la série Star Wars permanente. Donc, et c'est des personnages que j'aimais bien, là, la pilote de chasse, sa mère, et son père c'est un commando là, d'infanterie. Mais c'est ça, c'est sur Hoth, ce petit mini one-shot-là, mais de là à dire qu'on voit comment il s'installe, tu comprends, c'est 12-13 pages. Il y a quand même plus de liens que dans le Star Wars 13. Oui. Oui. Où on est très éloigné de la neige. On l'a dit, c'était du marketing, c'était du foutage de gueule, ce marketing-là, malheureusement. Mais non, c'est ça, je pense que tu vas t'y retrouver. Par contre, Afra, je suis pas sûr du tout que ça va te réconcilier avec la série. Est-ce que la planète qui marche dans l'espace dans Star Wars 13, ça compte comme un alien? C'est une bonne question. Du coup, est-ce qu'un alien minéral, ouais, c'est... Ouais, non, pour moi, non. Mais bon, avant de trop déraper style Cantina, on peut peut-être donner nos notes pour l'album. Ouais. Exactement. Thomas. 12, mais poussif, hein. C'est vraiment parce que c'est joli et que les persos sont sympas, mais c'est pas l'histoire, hein. Vous avez compris, c'est pour la carrosserie que j'ai mis 12, hein. Et ben, alors, pas pour le moteur, parce que non mais j'ai la même note et exactement le même détail. C'est vraiment une note d'intention parce que l'histoire m'a pas pris du tout et que par contre c'est joli, j'ai quand même envie d'en voir plus, donc c'est vraiment un 12 d'encouragement, quoi. Ah, tu vois, moi je suis moins dur que vous, messieurs. Je vais lui donner quand même un 15 sur 20. Ah oui. Évidemment, il a donc 13. Ouais, pour les yeux, j'ai quand même trouvé plusieurs pépites. Je trouve que vraiment, les gens qui aiment les chasseurs de primes et visuellement, c'est réussi. J'ai rien... tu sais, souvent, je vais justement dénoncer des détails que tout le monde se fout, mais qui m'ont accroché sur, par exemple, les casques de Stormtrooper. Mais oui. Tu sais, des choses flagrantes. Là, j'ai trouvé ça très joli. C'est sûr que quelqu'un qui déteste le style manga va peut-être trouver... surtout dans les actions, là, c'est ça fait très animé aussi, là, japonais. Mais au-delà de ça, ouais, j'ai trouvé que c'est un très bon divertissement, celui-là, surtout quand je compare avec plein d'autres. Là. Moi, je regarde toujours les notes que j'ai données à d'autres albums avant de donner la mienne, puis ouais, j'ai trouvé que un 15 sur 20, c'est raisonnable. Ok. Eh bien, ok, voilà, on va donc tout doucement maintenant se poser, et puis on va passer à boire un petit verre à la cantina site de Morébande. Nous approchons de Garel. Veuillez vous tenir prêt pour l'atterrissage. Voilà, messieurs, est-ce que vous avez envie de partager quelque chose entre vous, avec moi, avec nos auditeurs, qui a envie moi, de je serais dire... peut-être allé
je serais peut-être allé, Loïc, avec un petit témoignage qu'on a eu sur le Discord là, d'un auditeur qui nous écoute, qui nous a découvert, qui nous écoute d'Australie. Qui justement nous remerciait d'avoir réussi à endoctriner sa conjointe, comme ça a été mon cas aussi dans le petit monde de Star Wars. Dans le fond, il nous disait, là, c'est ça, j'ai beau adorer mon métier, 10 heures par jour, parfois par 35-40 degrés, ça se meuble. D'ailleurs, vous devriez recevoir une médaille. 8 ans que j'essaie de convertir ma femme à Star Wars, elle a toujours refusé de regarder ne serait-ce que les films. Il y a 2 mois, nous partions en vacances, forcés de traverser l'Outback, donc en Australie, pas loin de 2000 km et 4 virages. Oh. Du coup, je mets un podcast Star Wars en direct. Non seulement elle ne s'est pas endormie, mais en plus elle a commencé à s'y intéresser. Résultat, en 2 mois, elle a vu la trilogie de Mandalorian et une bonne partie de The Clone Wars. Donc c'est ça le commentaire de Ripley Adama sur notre Discord. Fait que c'est quand même très cool, hein, c'est de pouvoir justement faire découvrir la passion à des nouvelles personnes. Donc, et on salue Ripley Adama qui je sais pas s'il va nous écouter dans l'Outback cette fois-ci ou au travail. Là, alors, j'ai une petite précision parce que j'ai échangé un petit peu. Il se trouve qu'il a repris l'écoute des émissions de Star Wars en direct depuis le début. Donc déjà chapeau à toi parce que vraiment même là je sais pas si je le tenterai, d'autant que la qualité sonore des épisodes d'il y a 10 ans voire plus 15 ans, bon bah c'est pas forcément la qualité qu'on a aujourd'hui. Du coup bah, s'il écoute les émissions dans l'ordre chronologique où elles sont sorties, il est effectivement pas prêt d'écouter cette émission là quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que ça reflète un peu la diversité des gens qui nous écoutent et qui peuvent se retrouver des fois à l'autre bout du monde. Alors oui, on est éloignés, nous, aux autres chroniqueurs, par un océan, mais finalement, Star Wars en direct, c'est un mouvement planétaire. Voilà. Jusqu'aux confins de l'Australie, quelqu'un peut nous écouter, là où il y a de grosses araignées... qui ont la taille des aliens de Star Wars, il y a aussi des gens qui nous écoutent. Et il n'y a pas de kangourou alien dans Star Wars d'ailleurs. Ah, parle pas de malheur, il y a déjà des tigres, des ours, des loups, déjà bien. Et... Ah non, il n'y a pas de raton laveur. Je me suis trompé. C'est une autre franchise. Ouais, c'est ça. Peut-être dans Afra, on en aura un bientôt, Loïc. Peut-être. Moi, j'avais envie de partager juste avec vous presque la fin de ma lecture du 3e volume de Throne Trahison. Donc après un premier volume en demi-teinte, c'est un 2e volume absolument laborieux. Pour moi, on est sur un second volume en demi-teinte. Je trouve que j'ai du mal à me passionner pour la menace. La menace de ces grisques là qui ont été introduits dans le 2e volume. Je sais pas, il y a quelque chose, ça me prend pas du tout. En plus, on n'a pas leur point de vue, donc on sait pas vraiment ce qu'ils veulent. Enfin, c'est très diffus. Par contre, je trouve que l'Empire au sein de l'Empire est super intéressant. Toutes les parties impériaux, alors c'est impériaux contre impériaux, mais pas dans le sens forcément ennemi, mais dans le sens adversaire politique. Plus c'est plus on se met des bâtons dans les roues parce que il faut faire tomber l'autre. Ça c'est quand même hyper intéressant et ça amène encore une fois une notion un peu grisée sur l'Empire où évidemment on pouvait s'en douter, mais on le voit, c'est très diffus dans les films, et là c'est un peu plus exploré. Et puis aussi des analogies sur la vie de tous les jours, parce que Star Wars est tellement un reflet de la réalité sur plein de choses, tu vois, dans les tranches de vie, c'est ce qu'on disait, dans les fonctionnements au sein des organisations, dans la politique, dans la géopolitique, on pourrait dire, dans plein de trucs, tu vois, enfin, c'est tellement lié à la vraie vie finalement, tout en étant un univers alternatif, quoi, que c'est ça qui est aussi intéressant, parce que tu peux revivre des situations que t'as vues, que t'as observées, ou tu vois, et tu peux tout dire avec Star Wars, parce qu'en plus du coup, comme c'est tout en images, c'est la force des récits de fiction finalement.
Ouais, t'as des analogies pour tout. Moi, tu vois, ce que je me souviens de ce livre-là, j'ai pas relu ma copie version française que j'ai reçue là, juste avant Noël, mais de mémoire, j'avais trouvé que ça faisait une bonne suite aussi à Catalyseur, sorti il y a plusieurs années. Ah oui, ça complètement. Ça parce c'est vrai. que je crois que c'est pas vraiment spoilé que de dire que ça met en vedette en partie, évidemment, là, pas complètement, mais Tarkin et Krennic, le directeur Krennic, qui s'affrontaient dans Catalyseur, donc ils sont un peu de retour dans cet affrontement-là ici. Sinon, on découvre aussi, sans trop spoiler, on découvre les Chiss. Donc ça, de toute façon, sur la couverture, c'est assez évident. Donc, comment t'as trouvé ce que t'as découvert jusqu'à maintenant des Chiss? J'ai trouvé qu'au final, c'était quand même relativement très très léger. C'est vraiment effleuré, hein. On a quoi? On a une amirale avec, on va dire, son premier équipage, enfin les gens qui gravitent sur la passerelle, et puis les fameuses navigatrices qui sont sensibles à la force, dont on a déjà parlé dans d'autres émissions. Ça m'a pas vraiment donné envie d'en voir plus. Et cette impression que j'avais de l'univers légende, où je trouvais que le côté Chiss, alors bon, ce sont des extrémistes, faut s'en souvenir aussi, mais j'avais été pas agacé, pas saoulé, j'arrive pas à définir exactement, mais j'étais pas forcément, ça m'avait pas emballé, quoi. Voilà, et au final, finalement, Zan est fidèle à lui-même, puisque je suis toujours pas emballé. Donc, je suis pas... d'accord avec toi que la menace, on a de la misère peut-être à la prendre au sérieux. C'est sûr que là, c'est quand même un livre qui se passe entre 2 épisodes de Rebels. Donc, on sait que Thrawn va revenir. En plus, sait que... il n'y a pas d'enjeu, c'est sûr. Donc, oui, c'est ça. On connaît un peu certains des... C'est ça, en termes d'enjeu, comme tu dis, mais il y a le retour d'Elivanto aussi. Ça, oui, aussi, ça c'est un personnage qui est quand même assez intéressant. Il faisait partie de la campagne marketing. C'est... Le personnage qui était dans le premier, là. Je sais pas, Thomas, est-ce que tu avais lu un des nouveaux 30? Moi, comme je vous disais, j'ai moins de temps à consacrer à Star Wars. Et du coup, là, les romans, j'en suis encore à Renaissance. Donc, et je bug dessus depuis 1 mois et demi. Et j'ai du mal à m'y remettre. Je sais pas, donc du coup sur les romans, non, j'arrive pas. Donc j'ai peu d'actualité roman. Par contre, j'ai fini Battlefront et en fait je l'avais jamais fini et on s'y est mis là avec mon fils là depuis les vacances de Noël et on l'a fait ensemble en se passant la manette à chaque mission quand il y en a un qui mourait, etc. Parce que moi je suis pas très bon, donc du coup on est à peu près du même niveau. Et donc tu parles de la Battlefront 2, la Battlefront campagne. 2, donc, Et après, on l'a fait en coop. Et alors, la campagne, on a adoré parce qu'il y avait l'histoire, on vivait un peu le truc ensemble. Et après, on a fait le mode coop sur le mode arcade. C'est génial. T'y vas en te couvrant, etc. Et le fait de le faire avec, j'ai vu que tu faisais aussi, toi, Francis, avec ton gamin. C'est vraiment très, très cool. Et du coup, mon fils, quand on finit, il me claque la main, il me dit ouais, vas-y, t'es trop fort et tout. Je trouve que tu vis des moments sympas. Je trouve que voilà, encore une fois, le côté Star Wars en famille, moi, c'est un truc que je kiffe. Et j'ai une petite histoire là, un peu justement sur Star Wars en direct. Donc j'étais sur Star Wars, les héros de la galaxie. Et donc avant, fut un temps, j'étais avec la guilde de Planète Star Wars que Seb Galano entre guillemets dirige en tant que chef de guilde. Et à un moment j'ai quitté la guilde pour aller sur une team un peu plus forte. Et mais comme l'ambiance était sympa, je suis resté sur le WhatsApp. Et du coup il y a un des gars du WhatsApp qui dit c'est Tom de Star Wars en direct. Et donc j'ai répondu. Et le mec me dit je crois que t'es du coin. Et le mec il habite ma ville en fait. Et du coup on a échangé et super sympa. Donc je lui dis que si jamais tu nous écoutes, qu'on ira boire une petite bière un de ces 4 parce que voilà des si un jour les bars rouvrent. Si les bars rouvrent, exactement. Donc c'est la condition Covid qu'on a mis. Et du coup je trouve que c'est hyper sympa parce que voilà, je me dis voilà, on verra ce que ça donne, mais c'est toujours cool quoi. Donc voilà, c'était la petite histoire sympa. Et sinon, en coup de cœur, parce que j'ai peu de temps pour Star Wars, mais je suis toujours un geek quand même. 2 gros méga coups de cœur récemment, c'est les Tortues Ninja en classique. Je vous ai envoyé un truc, le tome 2 là, des années 80, je parle les tout premiers avec Peter Laird et Kevin Eastman. Je sais pas si vous avez vu le film des Tortues Ninja dans les années 90, le premier. Moi j'étais gamin, c'est un des trucs qui a illuminé ma vie avec Star Wars. Et
En fait, toute l'histoire, vous savez, quand ils vont dans la campagne, dans la maison de la grand-mère de Casey Jones, etc., Northampton, tout est expliqué avec énormément de rédactionnel. C'est les gars de chez Comics, ils font un boulot d'enfer, donc vraiment c'est génial. Et il y a tous les commentaires de Eastman et Laird à l'époque, quelle est la logique qu'ils avaient amenée. Et en fait, tout le film est monté sur ce tome 2 des TMNT classiques. Oh, j'ai pris une claque, mais ça faisait super longtemps. Et derrière, je me dis, j'avais mon Doomsday Clock qui traînait. Je suis un très très gros fan des Watchmen, tant la série que le film, que la BD et tout. Et Jeff Jones, donc qui nous a éclairé avec ses Green Lantern pendant tant d'années, il revient, mais c'est un dieu ce gars, quoi. Vraiment, c'est un dieu du comics. Il a été brillant sur la Justice League, il a été brillant sur les Green Lantern, sur Aquaman, il a rendu le héros au top du top. Et là, il arrive sur les Watchmen, et le gars, il a tout compris. J'ai l'impression de lire du Alan Moore, quoi. Et c'est adapté à notre époque actuelle. Là, en termes de géopolitique, d'analyse de, wow, je l'ai pas encore fini, mais quelle claque, les gars. Donc franchement, Doomsday Clock et TMNT Classic 2, allez-y, c'est vraiment, c'est de la bonne, quoi, on va dire. C'est pas pire, on a une des suggestions lecture hors Star Wars. Ouais. D'ailleurs, ça fait un moment, je sais que Jean-François a proposé son univers geek au-delà de Star Wars. Oui, les spin-off de Geeks en direct. Exactement. Et ben, moi, j'adorerais faire un truc sur les Tortues Ninja ou sur les Watchmen. Vraiment, c'est deux univers. Lui, propose-lui parce que c'est un grand lecteur de comics aussi. Oui, en plus, je crois que DC, il aime bien lui. Hein. Oui, effectivement, je pense que... Je l'ai déjà vu partager du Green Lantern. On vous le recommande, hein. Peut-être que les fans, les auditeurs n'ont aucune idée de quoi on parle, hein, mais c'est ça, Jean-François qui fait aussi des podcasts en parallèle de Star Wars en direct, donc comme c'est un genre de spin-off, c'est Geeks en direct cette fois-ci. Ouais. Jusqu'à maintenant, ils ont fait quand même plusieurs émissions, et avec Julien, avec Malgus aussi, je crois. Donc, je vous invite à aller écouter ça, c'est quand même fort sympathique. Justement, par exemple, le plus récent, je crois, qui démystifiait toute l'histoire autour des actions là, de GameStop. La saga qui a eu lieu récemment là, à la bourse de New York. Donc, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, les sujets sont extrêmement variés. Ça va sortir de la PlayStation 5 en passant par, je sais pas, Robocop. Et dernièrement, il y a aussi prévu une émission sur tout autour de Mars. Je crois de la conquête de Mars. Okay, il me semble. Donc, ouais, vraiment, bon, c'est très très éclectique et c'est pas uniquement du domaine geek, comme on l'entend pur et dur, genre une chronique de jeux vidéo ou une série comics ou le dernier film du moment sur la Snyder Cut, etc. C'est vraiment beaucoup plus ouvert que ça, quoi. Avec le même ton qu'on a. Et moi, j'aimerais beaucoup également faire des émissions sur Marvel. Puisque j'aurais bien aimé créer un spin-off de Star Wars en direct sur Marvel, en tout cas sur le Marvel version. Bah alors je l'avais Studio Marvel en direct, ça faisait le SWD, mais où on avait retourné le W. Et je trouvais que ça fonctionnait pas mal, et on aurait pu même mettre dans le dé de Star Wars en direct, il y a le petit bouton play qui est au milieu, et celui-ci on aurait pu le coller en version Avengers, etc. Donc il y avait quelque chose à faire. Mais comme Geeks en direct est arrivé avant, il y a quand même matière de quoi faire. Vous nous entendrez peut-être un jour sur des émissions là-bas. Et c'est vrai que des petites choses autour du Marvel Cinematic Universe, ça me plairait pas mal. D'autant que je suis aussi fan de théorie. Hein, on en fait souvent sur Star Wars. Mais dans d'autres univers qu'on aime, on peut aussi... largement en imaginer ou en dérouler. Eh ben, messieurs, c'est sur ces bons mots que va s'achever cette émission. On rappelle évidemment que vous pouvez réagir à ces sujets, hein, que ce soit Geeks en direct ou Bounty Hunters, etc. On est dispo sur quasiment l'ensemble des plateformes. On vous invite surtout sur notre serveur Discord où vous retrouverez une bonne ambiance aux quatre coins de la planète. On vous encourage également à nous laisser des messages sur Facebook parce que les publications se sentent très seules en ce moment, mais mettre un petit pouce à un partage ou venir partager un avis aussi sur Facebook, ça nous permet de toucher de nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas et de faire grandir notre communauté, et ça c'est très très important.
Donc venez, rejoignez-nous, partagez, débattez avec nous, c'est très important, il faut partager nos points de vue, confronter nos idées, tout ça est vraiment essentiel, même sur un sujet aussi futile entre guillemets que Star Wars. On est disponible aussi sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast, Apple Podcast et Amazon Music depuis peu. Au nom de Francis et au nom de Thomas, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.